Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur LFM et nous sommes ensemble pour 30 minutes dans un Face à Elle, votre rendez-vous politique. Ce soir, un événement spécial. Nous recevons l'ancien Premier ministre, M. Dominique de Villepin, pour une interview sans tabou, sans complexe et sans langue de bois. Monsieur de Villepin, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Ce soir, je suis en compagnie de Labib et de Sophie. Bonsoir. 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 Alors, comme chaque semaine, nous entamons notre débat en nous référant aux grands auteurs de l'histoire, mais dans des propos dont les propos n'ont jamais été autant d'actualité. Et je donne donc la parole à mon ami Labib. Merci. Est-ce que tu as expliqué le principe que dans cette émission on se tutoie? Donc on va tutoyer Dominique de Villepin. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Comment ça s'est passé ce marché? Très bien. Tu t'es bien senti à l'aise? C'était affectueux. Alors, très très bien. Formidable. Alors Montesquieu dit, quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant, il faut les faire suivre. Alors vous avez l'intention de faire suivre le peuple français? J'attends d'abord d'être au milieu de lui, et c'est bien la démarche qui est la mienne. J'ai pu mesurer avec le temps à quel point la politique était décalée. Décalée dans ses préoccupations et décalée dans ses démarches. La politique se situe en haut, le peuple en bas, et les préoccupations des citoyens sont très loin des préoccupations des politiques. Donc ma première démarche est d'être au milieu de ceux que je veux servir. Tu te sens plutôt à l'aise sur les marchés, hein? Écoute, j'aime ça. C'est pas le cas de Sarkozy d'ailleurs, on ne va pas souvent sur les marchés. Ne faisons pas de comparaison, on ne va pas Vous allez là où rentrer il dans va un pas concours. Tu vas là où il va pas? Tu vois, tu as du mal à me tutoyer. Tu vas là où il va pas? Écoute, je vais là où j'ai envie d'aller et là où j'ai du plaisir à être. Et je suis convaincu qu'il y a ici, à Mantes-la-Jolie, dans les quartiers d'une manière générale, un enthousiasme, une énergie qui n'est pas suffisamment reconnue. Rencontrant des chefs d'entreprise, des associations, ils me rappelaient qu'il y avait 2 fois plus de création d'entreprises dans les quartiers que dans le reste du pays. C'est dire à quel point il y a une vitalité. Encore faut-il encourager tous ces jeunes qui entreprennent à réussir et leur permettre de passer un cap difficile. Donc c'est dans le souci de reconnaître les problèmes des quartiers, les difficultés des quartiers dans leur dynamique, dans leur dimension globale, et pas uniquement en réduisant ces problèmes à la seule question de la sécurité, que je veux avancer, parce que si l'on veut être efficace, il faut prendre en compte l'ensemble de ces difficultés. Parce que tu parles de sécurité, la communauté internationale ces dernières heures a condamné unanimement l'agression ultra-violente de l'État d'Israël sur des civils. On a l'impression réellement aujourd'hui dans ce monde qu'Israël est au-dessus des lois. C'est à travers ce drame et à travers précédemment l'intervention israélienne à Gaza un enjeu formidable pour la communauté internationale que de faire en sorte qu'elle avance unie pour régler ce qui est à mon sens le plus grand drame pour cette communauté depuis des décennies, la plus grande injustice, qui est celle d'une terre qui manque au peuple palestinien. Et rien ne peut justifier, à mon sens, rien ne peut justifier que l'on prenne en otage une population civile comme la population de Gaza. Rien ne peut justifier que l'on bafoue le droit humanitaire, alors même que nous savons tous l'état de désarroi, de dénuement des populations civiles à Gaza. Donc la communauté internationale doit bien sûr condamner, mais il ne suffit pas de condamner, de déplorer, de faire des communiqués, de voter des résolutions. Il faut agir. Et pour agir, il faut retrouver les 2 objectifs essentiels que nous devons avoir dans cette région. D'abord la justice. Nous savons bien quel est le prix qu'on paye à ne pas travailler pour la justice, le prix de la frustration, le prix de l'humiliation qui souvent a pour conséquence la violence. Et la deuxième nécessité, c'est la paix. Il faut avancer dans la voie de la paix. Et pour cela, il faut que la communauté internationale se remette au travail. Non mais tu n'as pas répondu à ma question. Alors, la question c'était, est-ce qu'Israël est au-dessus des lois aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Et c'est bien ce que je dis. Quand je dis qu'Israël bafoue les droits, en l'occurrence, de la population palestinienne, et les droits internationaux, et le droit international, c'est bien parce que je pense qu'à aucun moment Israël n'a vocation à le faire. Et je suis d'ailleurs très sensible à la nécessité de ne pas faire d'amalgame. En Israël, il y a chez beaucoup un malaise. De la même façon, dans les communautés juives à travers le monde, un malaise devant une politique qui est malheureusement, à bien des égards, une politique de force et de surenchère, là où nous devrions avoir une politique de justice et de paix. Concernant ce drame qui vient de se passer il y a quelques jours, est-ce que vous partagez le sentiment du Premier ministre turc qui a déclaré qu'Israël avait commis un acte de terrorisme d'État? J'hésite
à emprunter ces mêmes termes, parce que je ne crois pas qu'en renvoyant dos à dos les uns et les autres, on fasse avancer les choses. Je crois que c'est un acte inqualifiable et injustifiable. Et le président de la République a eu raison de souligner la disproportion entre cet acte et la nécessité. Est-ce qu'il y avait besoin d'arraisonner dans les eaux internationales un convoi de bateaux humanitaires? Tout ceci, évidemment, est hors de proportion et injustifiable. Alors, il est très important de savoir maîtriser les réponses de la communauté internationale, tout simplement si l'on veut être efficace. Parce qu'on peut se faire plaisir, on peut multiplier les communiqués, les condamnations. Il faut agir. Et c'est ça qui me paraît important. Donc, au-delà des condamnations de circonstances de la part des Nations Unies, de la part de l'Union européenne, ce que je souhaite, c'est que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se mobilisent pour agir. De la même façon, le Conseil de sécurité des Nations Unies, je souhaite que la France prenne l'initiative. On a été trop en retrait au cours des dernières années. La vocation de la France, c'est d'être médiatrice, c'est d'être en pointe, c'est de proposer. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a une donnée nouvelle sur la scène mondiale. C'est l'arrivée d'un président américain qui n'est pas un président obsédé, comme l'était George Bush, par une politique de force et une politique de sécurité aveugle. Eh bien, saisissons cette chance. Faisons en sorte que les Américains, les Européens, tous ceux qui veulent faire avancer les choses sur la scène internationale, en s'appuyant bien sûr sur les pays de la région, puissent faire bouger les choses. Mais je crois qu'Israël doit mieux prendre en compte le monde qui l'entoure, le drame qui est à ses portes. Il faut donc qu'Israël ouvre les yeux et ne soit pas aveuglé par sa propre vision des choses, par ses propres difficultés et par ses propres peurs. Tout le monde peut comprendre le besoin de sécurité d'Israël. Et la communauté internationale doit garantir à Israël sa sécurité. Mais ça ne justifie pas des actes injustifiables. Et comment qualifiez-vous le fait qu'Israël, il y a quelques mois, ait fait assassiner, en usurpant des identités via des passeports européens, un militant du Hamas au sein de... C'est de la même façon totalement injustifiable. Le droit international s'applique à tous et rien... Et certainement pas une conception de la sécurité, une fois de plus, tout à fait détournée. Rien ne justifie qu'on puisse recourir à tous les moyens. Tous les moyens pour une démocratie ne sont pas justifiés et ne doivent pas être justifiés. Donc la fin ne justifie pas les moyens. Et ce n'est pas au nom de sa sécurité qu'Israël peut oublier les règles internationales et les traités internationaux. Mais Dominique, globalement aujourd'hui la question n'est pas la sécurité d'Israël, aujourd'hui la question est la sécurité de ses voisins. Puisque depuis quelques années, que ce soit l'affaire de Gaza en 2009, que ce soit précédemment le Liban, c'est Israël qui agresse. Et c'est Israël qui assassine des populations civiles. Mais si on veut faire avancer ce dossier, il faut bien sûr essayer d'abord de comprendre pourquoi Israël s'enferme aujourd'hui dans cette logique de force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande question pour moi, c'est le drame qui se joue à Gaza. C'est le drame qui se joue du côté des Palestiniens. Bien sûr, 1 500 000 personnes dans une ville qui est une véritable prison à ciel ouvert, dont il est difficile de sortir, qui, certes, les rapports indiquent que l'aide alimentaire peut arriver, mais dans des conditions de dénouement effroyables. Donc ceci est inacceptable. Simplement, je veux répondre à ceux qui en Israël mettent en avant cet impératif de sécurité. Ne confondons pas la politique de sécurité avec une politique de force et de surenchère. Donc je le dis bien, sur le plan des justifications trouvées par Israël, ces justifications ne sont pas recevables aujourd'hui dans le contexte de la région. Et si l'on veut être constructif, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a pas de sécurité pour Israël tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. La plus grande sécurité pour Israël, c'est d'avoir des interlocuteurs qui seront clairement définis, sur un territoire clairement établi, ayant sa pleine souveraineté, et qui sera susceptible de prendre les mesures et d'assumer cette responsabilité internationale sur son propre territoire. Donc tant qu'il n'y aura pas un État palestinien à côté d'Israël, reconnu par la communauté internationale, reconnu par Israël, nous n'aurons pas les conditions de la sécurité, et Israël continuera à vivre en état assiégé. Mais je le dis, cet État ne peut pas aujourd'hui invoquer sur tous les sujets sa sécurité dès lors qu'elle n'établit pas à ses côtés les conditions de la justice et de la paix.
On va passer sur un tout autre sujet, c'est votre avenir politique et notamment la création de votre mouvement et de 2012. Voilà, on va parler un petit peu de vous. Donc une petite question, que reste-t-il du gaullisme et êtes-vous toujours membre du parti UMP? Alors je suis toujours membre de l'UMP comme ancien Premier ministre et parce que la tradition gaulliste s'est toujours située plutôt à droite, même si dans la conception gaulliste qui est la mienne et qui est celle d'ailleurs originelle du général de Gaulle, on doit se situer au-dessus des clivages partisans, au-dessus des partis politiques. Donc la vérité, c'est que je ne me suis jamais senti à l'aise dans cette logique de parti. Et je me suis toujours affranchi de ces contraintes qui me paraissent nous placer, nous les hommes politiques, dans des corsets idéologiques. Aujourd'hui, l'idée que j'ai, c'est de créer un mouvement qui soit ouvert à tous, qui soit un mouvement sans hiérarchie, mais qui soit fondamentalement un mouvement qui soit au milieu des Français. Moi, je ne veux pas d'un parti politique qui vive en citadelle enfermée. Je veux un parti politique ouvert, je veux un parti politique en mouvement, je veux un parti politique qui ne soit guidé que par une volonté, c'est répondre aux préoccupations des Français. Donc voilà, c'est un véritable rassemblement, et avec un objectif, parce qu'il y a un objectif, c'est d'offrir une alternative à une politique qui, à mon sens, ne donne pas de résultat, et ne peut pas en donner, parce que cette politique est assise sur, malheureusement, une division, une logique